Hebdo, édition du dimanche 22 mars 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Coronavirus, le dernier tweet du ministre de la Santé publique au Cameroun, hier 21 mars à 22h10, annonce que le Cameroun connaît 13 nouveaux cas associés aux 27 précédents. C'est dire que depuis le 6 mars, de nouveaux cas sont tous les jours détectés. Une menace à prendre au sérieux selon le gouvernement camerounais qui vient de rendre public 13 mesures allant de la fermeture des frontières à l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et sur les motos. Nous les réécouterons dans quelques minutes. À contexte spécial, disposition spéciale. Nous faisons deux plateaux cet après-midi. Le premier avec le docteur Gervais Atedjoe. Il représente l'Ordre national des médecins sur ce plateau. Il est le secrétaire, le secrétaire de l'Ordre. On aura également Alice Maguedjo qui sera également sur le plateau, bien connue du marché Mbopi, où elle a longtemps, où elle continue d'ailleurs d'encadrer les commerçants. Et puis en deuxième partie de cette émission, on parlera de l'impact économique de cette maladie et des mesures gouvernementales avec Edouard Kuaté et Eddie Momongori. La question ce sera comment éviter un trop bien grand choc sur notre économie après le passage du Covid-19. Donc je vous l'ai dit, première partie de cette émission, nous recevons le docteur Gervais Atedjoe de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour madame. Qu'est-ce qui explique justement le silence de l'Ordre depuis le 6 mars? Je ne pense pas qu'on puisse parler de silence parce que, bien évidemment, dans ce genre de situation, il ne faut pas gesticuler. Il faut faire des choses à bon escient, des choses essentielles, des choses efficaces. Et comme vous avez pu le constater, nous essayons toujours de nous mettre dans le sillage des autorités publiques qui ont la direction des choses et qui ont eu à édicter un certain nombre de mesures, lesquelles vous venez de présenter tout à l'heure. Vous allez les présenter. Oui. Donc, notre réaction, notre riposte au niveau des médecins se gère à plusieurs niveaux. Premièrement, nous devons déjà rassurer nos confrères qui sont en première ligne. Par ailleurs, on a entendu parler d'une guerre et si c'était une guerre, vous saurez que les médecins sont les soldats, ils sont en première ligne. Il est question maintenant de pouvoir les encadrer, de les rassurer et même de les encourager à aller affronter cet ennemi qui est de plus en plus difficile à maîtriser. Le deuxième acte de notre riposte, c'est justement à l'endroit du public. Hein? Le public qui est le plus, je dirais, le plus fragile, le plus exposé. Le plus exposé, pourquoi? Parce qu'évidemment, nous rendons compte qu'il y a plusieurs attitudes qui vont de l'incrédulité à l'indiscipline et même, comment on appelle ça, des gens qui savent que ça existe mais qui veulent quand même montrer qu'ils peuvent échapper sans prendre aucune disposition. Donc peut-être qu'ils estiment qu'ils sont protégés par je ne sais quel mécanisme divin, ainsi de suite. Donc, premier axe, à l'endroit de nos confrères, deuxième axe, à l'endroit des populations qui nous entourent. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Cameroun. En face de vous, nous recevons Alice Maguedjo, elle est la présidente des commerçants détaillants du Vouri. Bonjour Madame Maguedjo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour aux nombreux téléspectateurs de STV. Et je suis toujours très disponible et très ravie d'être dans pareilles circonstances, porte-parole des nombreux commerçants. Et Dieu seul sait si la ville de Douala, c'est le commerce, c'est les marchés à ciel ouvert. Le commerce justement au marché Mbopi, quelle est la situation au marché Mbopi? Effectivement, quand vous m'avez appelé hier pour me dire que je devrais passer par ici, j'ai dit, moi qui étais à la maison, que je devrais y descendre, prendre le pouls pour parler effectivement de ce que je sais. Mais je dois être malheureuse de déclarer que j'ai comme l'impression que ça n'ébranle personne. Et juste ceux qui vendent leur gel, et ils font de bonnes affaires.
Et là, maintenant, ils peuvent se trémousser, ils peuvent aller de boutique en boutique, déterrer ce qu'on n'a pas vendu pour venir vendre en premier plan et puis tout. Mais après ça, on se rend compte que la mesure n'est pas en train d'être intégrée. Je prends pour exemple, moi qui vais rarement au marché maintenant, et vous savez la situation pour laquelle je ne suis pas en plein temps dans le marché mobile. Quand j'y arrive, par effet de joie d'avoir vu la mer venir, tout le monde veut sauter sur moi quand j'entre dans cette boutique. Même les gens les plus avisés que je crois que je devais rencontrer et qui devaient se comporter autrement font la même chose. Je dis, mais que faites-vous là? Vous me sautez dessus, c'est bon, c'est chaleureux, mais il y a quelque chose de très dangereux qui nous guette. On a martelé, vous êtes à la télé, vous êtes à la radio, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous faites tout ça. Et il y a même un groupe pour communiquer avec des commerçants où ils sont si nombreux à être là. Est-ce que vous ne lisez pas? Est-ce que vous croyez que le Premier ministre a pris un train de mesures pour blaguer? Et pire encore, le ministre du Commerce a même demandé qu'on ferme à 16h. J'ai été au marché sciemment jusqu'à 17h30. Les boutiques étaient pleinement encore ouvertes. Heureusement que je les ai prévenus. J'ai dit, je ne serai pas tendre envers vous aujourd'hui. J'ai souvent pris la défense des commerçants, mais aujourd'hui, franchement, je suis un peu déçu par leur comportement. Et cette déception que je proclame fort voudrait pour moi les interpeller, de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de dire. Parce que ça a commencé par un cas en Italie, hein, ça a commencé par 2 cas. En France, ça a commencé aujourd'hui. On assiste à ce que nous assistons là, dans les médias. Et on devrait craindre parce que la disposition chez eux est même encore plus grande que chez nous. J'imagine, nous sommes les plus exposés. Les commerçants sont les plus exposés. Parce que il y a 2-3 jours aussi, il y avait le médecin vous dira tout à l'heure que les médecins sont encore plus exposés que les Oui, c'est vrai que je dois faire allégeance à tout le personnel médical parce que je sais que ce n'est pas évident pour eux. Parce que quand on les amène un cas, c'est évident que c'est le cas à 70% déjà vrai et ça devrait faire paniquer s'ils ne sont pas bien affûtés dans leur tête pour s'attendre à ce genre de choses. Mais nous autres, nous recevons sans tri. Tous ceux qui viennent de la diaspora, de tout ce que vous pouvez imaginer, chacun veut. Et même ceux, quand on a annoncé le confinement, les gens sont en train de faire des affaires aujourd'hui pour faire de la réserve à la maison. Ça fait que ça draine un flux trop important encore. Et c'est comme ça qu'on va voir que les gens ne quittent pas, les boutiques ne désemplissent pas, surtout les boutiques des biens de première nécessité, ça ne désemplit pas. Et puis et je ne vois aucun commerçant prompt à dire, ben, ils sont 3 clients ou 4 et que 2 attendent dehors. Donc vous comprenez que si rien n'est fait, moi je pleure pour mon peuple. Parce que là, il faut absolument qu'ils prennent la mesure de la chose. Il faut absolument que nous sonnons la sonnette d'alarme. Alors, docteur Tedjoué, Alice Maguedjo parlait tout à l'heure des habitudes des Camerounais, des habitudes chaleureuses des Camerounais. Étant donné justement nos habitudes sociales et même anthropologiques, n'y a-t-il pas de risque à ce que la maladie se propage encore plus vite au Cameroun et en Afrique? Vous venez de mettre le doigt sur le problème de notre société. Il est clair que si rien n'est fait, comme vous le dites, tout le monde va attraper ce virus. Tout le monde, sans exception. Donc, à la suite de ce que tout le monde raconte, que ce soit l'OMS, toutes les mesures qu'on entend des pays étrangers, notre gouvernement, quelque chose de très important, il faut le rappeler à tout le monde, il faut que les gens restent chez eux. Que les gens restent chez eux. Maintenant, nous comprenons que les gens sont parfois obligés de sortir. Quand ils sont obligés de sortir, il faut respecter les mesures qui ont été annoncées. Premièrement, éviter les contacts. Je comprends que nous avons nos habitudes, nous avons nos traditions, mais là, la situation est très grave. Il faut éviter les contacts. Ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, ne pas se faire des bisous. Il faut éviter les attroupements. Éviter les attroupements. Le gouvernement a parlé des attroupements de plus de 50 personnes. Nous pensons qu'il faut éviter des endroits où il y a plus de 10 personnes en même temps. Parce que 10 personnes, c'est déjà difficile
mais 50, c'est encore plus difficile. Parce dit comme ça, les marchés vont tous fermer. Oh, je pense qu'il faut prendre des mesures. De toutes les façons, rien ne sera plus comme avant. Nous ne pouvons pas espérer combattre cette pandémie et garder nos habitudes d'antan. Vous venez de le dire, nos traditions, ainsi de suite. Donc même les marchés, et je suis content d'entendre ce que vient de dire Mme Madjefo, c'est qu'il faut conscientiser. On peut vendre, mais vendre autrement. Parce que nous savons que la distance de sécurité, on l'a respecté tout à l'heure, c'est 1 mètre. Et 1 mètre. Et si vous avez dans une boutique qui a, je dirais, 2-3 mètres carrés, vous avez 10 personnes dedans, comment allons-nous protéger les uns les autres? Donc, respectons les règles qui ont été édictées. Distance de sécurité, lavons-nous les mains le plus souvent possible. Ceux qui le peuvent se désinfecter les mains avec des solutions hydroalcooliques, mais il faut vraiment faire très attention et éviter surtout tout ce qu'on nous raconte, parce que beaucoup de choses qui sont écrites dans les réseaux sociaux sont là plutôt pour nous distraire et ne nous apportent rien du tout concrètement. Et surtout, nous nous rendons compte que tel a fait ceci, tel a pu faire cela, d'autres sont rentrés, n'ont pas été confinés, ainsi de suite. Oui, ça c'est des raisons de plus pour nous faire comprendre que nous sommes en danger et nous pousser à respecter les règles que tout le monde nous demande de respecter. À savoir éviter, puisqu'on ne sait pas qui est porteur de ce virus. Alice Maguedio, en tant que présidente des commerçants détaillants du Vaury, vous avez été pendant longtemps la courroie de transmission entre ces commerçants et l'administration. Est-il possible aujourd'hui, dans un marché comme le marché Mbopi, de faire à ce que ces commerçants respectent les règles qui ont été dictées par le gouvernement de la République? Si oui, comment? Oui, je pense que le marché Mbopi, pris par exemple, comme exemple, lui, il est même plus facile à gérer que les autres marchés, puisque nous intervenons. On a le marché Mbopi, on a le marché central, voilà. On a le marché Kouloulou. Moi, je plains plus les marchés de vivres où c'est des comptoirs, Sandaga. Forcément là où les gens sont juxtaposés les uns sur les autres. En temps normal, les comptoirs ne font pas 1 mètre de séparation entre une femme et l'autre sur le comptoir au marché. Je veux dire que si au marché Mbopi, avec un peu plus de volonté des commerçants, les mesures peuvent être respectées. Parce que jusque-là, même si le panier de la ménagère s'y fait, c'était le marché d'élite. Donc, en temps normal, si chacun était dans sa boutique, si chacun restait dans sa boutique, et qu'on n'avait pas l'ensemble des gens qui font concurrence déloyale aux commerçants, parce qu'il y a un phénomène de vendeurs à la sauvette qui bondent les couloirs et les allées et les entrées du marché. Mais quand vous partez à l'intérieur même du marché, il y a quand même un certain nombre de distances entre une boutique et l'autre, donc on peut bien observer les mesures. Il faut que les commerçants prennent déjà au sérieux ce qu'on est en train de dire. J'ai comme une impression qu'on blague. Peut-être que... Vous pensez qu'il est important qu'on ajoute, je vais dire, la matraque, le fouet là derrière, enfin c'est une façon de dire... Même si, je vous ai dit, je leur ai promis hier que je ne serai pas tendre envers eux aujourd'hui, même s'il fallait y arriver. C'est-à-dire à des mesures vraiment répressives pour que les gens prennent la mesure du problème. Parce que je vois mal que j'ai sensibilisé, qu'on ait dit, que le ministre ait dit fermer à 16 h. Si on est entendu être au marché Mbopi, un marché fournisseur des autres marchés, c'est même plus facile pour eux encore de fermer à 16 h que pour les autres qui viennent acheter avant d'aller vendre. Vous comprenez ce que je dis? Donc je dis encore une fois, c'est vrai que le ministère a promis, et c'est le lieu de rappeler ça aux commerçants, que la semaine prochaine, la répression va suivre. Mais est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Il faut qu'on se montre un peu plus discipliné. Mais bon, je dis, c'est facile de le dire aux commerçants qui sont assis dans leur boutique. Mais que faire des autres sauveteurs qui sont nombreux dans les couloirs, qui un pantalon en main, qui une boîte, une mèche volée même en main, et puis tout ça, c'est ça justement dont les couloirs ne sont pas contrôlés. Et voyez, même là où le parking, qui est censé être le parking, tout le long là, les phénomènes des régisseurs ou des coordinations, on a placé tout le monde là-bas. Ça fourmille comme, je ne sais pas quoi, l'entrée du marché Mbopi, le marché élite de notre pays. Bon, je quitte le marché Mbopi, je vais au marché central, c'est la catastrophe.
c'est la catastrophe. Parce qu'ajouter aux gens qui ont des comptoirs de 50-50 mètres chacun, il y a des acheteurs qui s'amènent et qui sont effrayés par le fait qu'il y aura confinement. Il faut absolument acheter quelque chose et le pouvoir d'achat n'est pas forcément cela. On se met là à discuter à tue-tête, on ne peut pas sortir et payer le prix, comme nous sommes encore dans le régime de marchandage, parce que dans d'autres pays, il y a déjà ce qu'on appelle vente au kilo, si bien que je sais que le kilo de tomates vaut tant, et plus besoin de discuter avec le vendeur, mais ici, là, nous marchandons encore. Donc, vous voyez le temps qu'un acheteur met devant le comptoir, un autre vient se superposer, ainsi de suite, et je ne crois pas que nos commerçants, si on ne prend pas des mesures sérieuses, et les commerçants pourront dire à ce client, attends, je ne peux pas vendre, et faites la distance d'1 mètre avant d'arriver chez moi. Donc, moi je pense que il faut attirer l'attention et chercher avec la collectivité, les pouvoirs publics, à voir ce qu'on peut faire pour sauver ce monde. Alors, docteur, vous le disiez vous-même tout à l'heure, les autorités camerounaises ont décidé de la mise en quarantaine des personnes qui viennent de l'étranger. Cependant, vous l'avez également constaté avec la presse cette semaine que tous ne respectent pas cette mesure. D'ailleurs, des informations non confirmées font état de ce qu'un certain nombre de hautes personnalités auraient été testées positifs et même à l'Assemblée nationale. Comment limiter la propagation du virus dans ce contexte-là, ou même des responsabilités du gouvernement ne respectent pas les mesures qui sont édictées par d'autres personnalités du gouvernement? Oui, madame. Il y a la nouvelle expression qui disait justement cette semaine que le ministre de la Santé est en bataille seul contre le coronavirus, avec les autres maillons du gouvernement camerounais qui semblent n'agir que selon leur intérêt personnel. Madame, je pense que ma co-invitée vient de le dire tout à l'heure, nous avons quelque chose d'essentiel qui aura un effet très important pour la dissémination de ce virus, c'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. Donc, compte tenu de cette indiscipline, ce que moi je peux dire, c'est que ce matin, je lisais encore un petit post dans les réseaux sociaux où on disait que la discipline a sauvé la Chine et l'indiscipline a noyé l'Europe. La discipline a sauvé la Chine et l'indiscipline noie l'Europe. Nous, Africains, nous avons à nous déterminer par rapport à tout cela. Nous avons à nous déterminer pourquoi? Parce que les mesures qui ont été édictées par le ministre de la Santé, et c'est vrai que le ministre de la Santé, il se bat parce que depuis le début, nous voyons tout ce qu'ils ont fait. Avant même déjà l'apparition des cas déclarés au Cameroun, nous avons suivi parce que nous sommes en première ligne. En tant que médecin, vous pensez qu'ils ont réagi à temps? C'était pas un peu tard? Personnellement, si j'ai à vous donner mon avis est qu'on aurait peut-être pu prendre ces mesures un peu plus tôt. Qu'à cela... Parce que l'épidémie, on en parle quand même depuis décembre en Chine, je crois. Oui, mais maintenant, on ne peut pas aussi commencer à confiner les gens depuis décembre, au moment où on en parlait beaucoup en Chine. Je pense qu'il y avait mis en place par les autorités sanitaires et le ministre de la Santé, une cellule, comme en pareil cas, toujours en pareil cas, il y a toujours une cellule qui est mise en place, qui est une cellule de veille pour surveiller et évidemment, en fonction de la situation, permettre une réaction rapide et je dirais d'ailleurs adaptée à la situation. Cette fois-ci, ma position, je pense qu'on aurait pu le faire 2 jours plus tôt, mais on l'a fait. Et ça, c'est très important. Et toutes les mesures qu'on va représenter, qui ont été prises par le gouvernement, sont de très bonnes mesures. Elles sont de très bonnes mesures, d'ailleurs, qui ne sont pas très différentes de celles qui ont été édictées ailleurs, hein, et qui ont marché là où les gens sont, je dirais, disciplinés. Ma seule préoccupation aujourd'hui, c'est comment on appelle ça, le décalage entre les mesures qui ont été prises et leur application sur le terrain. C'est là où tout se prend. Je veux bien comprendre que notre société est difficile, qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de stocker, je ne sais pas, 15 jours de vivre chez lui pour être confiné de manière efficace, mais vous comprendrez que entre la situation d'un
confinement total où personne ne sort de chez lui. Et ce que nous observons en ce moment, les gens qui vivent comme s'il ne se passait rien, les gens qui dansent dans les débits de boissons en se passant les bières, en les buvant, c'est-à-dire je bois, je te passe et ainsi de suite, il y a quand même une échelle avec des niveaux qu'on peut reconsidérer. Donc, vous venez d'évoquer le fait qu'il y a eu des contaminations. Ça, selon ce qu'on dit, ce qui se dit, des contaminations en haut lieu. Encore que c'est non confirmé pour l'instant. Voilà. Disons que c'est non confirmé. Même si c'était confirmé, en quoi ça nous impacte réellement? C'est pour ça que je parlais de distraction tout à l'heure. Je parle de distraction, pourquoi? Le fait que on dise que oui, le président de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale a été contaminé. Ça nous impacte en quoi? Au contraire, ça nous montre que nul ne peut être protégé. Et si nul ne peut être protégé, il faut qu'on prenne nos petites mesures à notre endroit pour se prémunir. C'est ça qui est le plus important. Et ce qui est le plus important, c'est de ne pas s'occuper de ce que les autres font. Nous savons qu'il y a des inconscients. Nous savons qu'il y a d'ailleurs des gens, je ne sais pas, qui sont fous. Je dirais qu'ils sont fous. Mais si à notre niveau, chacun prenait la peine de respecter les petites mesures, parfois qui ne sont pas très difficiles à implémenter, peut-être ce serait une chaîne petit à petit qui s'agrandirait et qui ferait en sorte que ce virus puisse tomber. Est-ce que face à ces inconscients-là, c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure à Alice Maguedjo, vous pensez également qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre des mesures, de prendre des sanctions, un peu comme en France, avec des amendes? De toutes les façons, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'une inconscience individuelle... Mais l'autre question, c'est aussi, est-ce que les Camerounais seraient à même de payer ces sanctions-là, ces amendes-là? Non, peut-être ce ne seront pas les mêmes sanctions. Quand je parle de sanctions, moi, je ne veux même pas parler de sanctions. Je veux dire... D'amendes pécuniaires? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pousser les gens à être disciplinés. Si quelqu'un ne peut pas être discipliné, nous connaissons un certain nombre de sociétés, parce que nous sommes déjà minimum à 6 mois de recul. Et nous avons vu ce qui a été fait ailleurs et quels étaient les résultats. En Chine, les autorités ont mis en place un système pour obliger les gens à être disciplinés. Nous voyons où nous sommes arrivés. En Europe, ils sont dans la démocratie et tout. Ils ont appliqué leur démocratie. Nous voyons où ils sont. Nous n'avons pas les moyens d'être démocrates dans le système qui est en train d'arriver maintenant. Nous n'avons pas ces moyens-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est un secret pour personne que nous n'aurons pas les capacités d'absorber des milliers et des milliers de malades. Nous n'aurons pas cette capacité. Donc, en fait, nos hôpitaux ne seront pas à la hauteur. Aucun hôpital n'est à la hauteur, en dehors de la Chine. On a vu en Italie, on voit ce qui se passe en Chine. Et encore moins chez nous, nous ne serons pas à la hauteur. Raison pour laquelle il faut expliquer aux gens que nous ne pouvons pas être inconscients au point de nous menacer nous-mêmes, de menacer nos proches et tous nos voisins. Et moi, je le dis, hein, ça c'est ce que je pense. Maintenant, le gouvernement, c'est eux qui décident. Je pense qu'il arrivera bientôt le moment où il faudrait qu'il passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est de faire respecter. On dit, madame, vous disiez qu'on doit fermer les marchés à 17h. On doit fermer les débits de boissons et les bars à 18h. Mais parfois, nous, on passe, c'est fermé, mais on entend les bruits derrière. C'est de l'inconscience. Donc, il faudrait, tout au moins, avant les amendes, les sanctions pécuniaires et tout le reste, qu'on mette en place des brigades ou, je ne sais pas, des personnes qui fassent réellement respecter cela, parce que la santé, la sécurité de tout le pays en dépend. Alors Alice Maguedjo, à part les marchés, quels sont selon vous les autres maillons faibles à la sécurité nationale par ces temps de corona? Avant que j'arrive à d'autres maillons faibles, je dois rebondir sur ce qu'il a dit en disant nous sommes comme en temps de guerre. Ça, c'est une guerre, au même titre que les guerres avec les armes et autres. Et la communication doit être surveillée. Parce que si c'est vrai que
ça ne nous fait rien qu'un haut placé soit malade ou pas. C'est aussi encore vrai que cela fait quelque chose dans la tête des gens qui ne sont pas prompts à être disciplinés ou à prendre conscience. Ils peuvent se dire, ben, si le même gouvernement a pris des mesures et est incapable de respecter pour lui-même, ça peut donner à ce que les autres qui sont vulnérables, comme la population que nous encadrons au quotidien, se disent que ben, si à Yaoundé il y a de la complaisance, pourquoi nous ici nous ne pouvons pas être complaisants? Donc moi j'exhorte ces gens-là, nous n'avions pas besoin de savoir s'il y a eu des hauts placés qui sont venus et ont refusé soit de se mettre en quarantaine ou de se faire tester ou sont testés positifs. On peut nous épargner de certaines informations qui rendront la tâche un peu plus difficile sur le terrain. Donc ces populations dans les marchés qu'on a toujours pensé être peut-être les gens les moins instruits. Aujourd'hui, à la faveur de la crise économique, on a tout genre de personnes là-bas et même tout genre de politique là-bas aussi. Donc, quand vous les voyez discuter et des raisons qu'ils avancent pour dire laissez tomber tout ça, c'est rien, n'est-ce pas, tel a fait comme ça, puis ça. Donc, cette communication qui vient du haut là devrait être vraiment réglée pour nous faciliter la tâche, pour que nous parlions facilement aux gens. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je crois qu'on a bien compris ce que je dis. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire, même si on était de l'opposition. Parce que je crois que là aussi, il peut y avoir une guerre politique qui rentre dedans pour communiquer certaines choses et puis ça ne nous apporte pas grand-chose, comme le docteur vient de le dire. Ça ne nous apporte pas grand-chose de savoir que l'indiscipline vient du haut. Ça, c'est clair. Donc, les autres couches vulnérables, c'est les ménages, c'est les enfants. C'est tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas école. Mais quand tu vas dans ces petits marchés-là, tu vois les enfants avec les plateaux de tomates en main. Donc, on les a renvoyés de l'école pour se confiner, pour craindre la maladie. Mais très vite, ils rattrapent maman au marché pour pouvoir... et c'est des porteurs généralement sains. Vous savez ce que ça veut dire. Ils sont peut-être, leur cas ne s'alarme pas très rapidement comme nous autres qui sommes au troisième âge, comme on dit. Mais je dis, les couches vulnérables encore, ce sont ces enfants-là, que les gens, plus ou moins, parce que nous sommes dans une ville formidable, les mamans qui hier encore pouvaient être celles qui s'occupent des enfants, sont plus aux affaires que les parents même. Et on a un pourcentage très élevé des enfants monoparentales et que la maman est obligée d'être couturière, bayam salam, je ne sais pas quoi. Vous comprenez que nos enfants sont également exposés. Donc je dis la communication doit être bien ciblée et puis on doit savoir quoi dire et pour que ça touche quelle cible. Et c'est pour ça que je reviens encore au marché, parce que le marché n'épargne personne. Que vous soyez de n'importe quel service, vous finissez par vous ravitailler dans un marché. Donc, nous sommes exposés, nos clients aussi. Nos clients, c'est-à-dire vous, les médecins, les enseignants, tout le monde est exposé quand il s'agit des marchés où on continue à mettre la tomate par terre pour vendre, où on continue à exposer les légumes par terre, où on continue tout ça. Donc, je pense que les couches les plus vulnérables, comme je disais, si je dois, pour encourager le personnel médical, comme je l'ai dit, si je vais les mettre avant nous, parce que c'est nous d'abord, mais je pense que c'est eux qui sont exposés avant nous. Donnons-leur ce crédit-là pour les encourager, pour requinquer leur morale, pour travailler. Il y a le personnel médical, il y a les enfants, il y a les commerçants, les bayam salam, il y a aussi les transporteurs, hein. Parce que, convenez avec moi, quand on dit qu'on ne doit pas avoir des regroupements de plus de 50 personnes, nos bus, généralement, c'est 70 places. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont voyager avec moins de 70 places pour obéir à la mesure? Est-ce que les dispositions sont en train d'être prises à ce niveau-là? Est-ce que les compensations seront faites? Parce que quand on y regarde, c'est vrai que, en même temps, c'est mon instinct de défense de la couche des hommes d'affaires qui me fait poser cette question, parce qu'entre les mots, il y a le moindre mal. On peut perdre de son gain
on peut sacrifier de son bénéfice pour pouvoir résoudre un problème de survie. Parce que si on a gagné assez d'argent pour mourir aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on fera de cet argent-là? Donc moi, je pense que, quelle que soit la forme que ça prendra, il faut des mesures de concertation pour que tout le monde soit impliqué. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait de la répression, parce que j'ai promis à l'entame que je ne devrais pas être tendre envers les commerçants. Question qu'ils comprennent que moi, leur maman, je suis fâchée de ce qu'ils ne soient pas en train de comprendre ce que l'on leur demande. Ça me fait honte même. Ça me fait honte de savoir qu'au nom du fait que vous m'aimez, vous allez sauter sur moi alors qu'on vous a dit de ne pas vous embrasser, de ne pas vous saluer avec les mains, de laver les mains à chaque 30 minutes. Et puis, très peu sont des boutiques, parce que j'ai visité au moins une centaine de boutiques hier au marché Mbopi. Il y en a au maximum une quinzaine qui ont eu un gel à l'entrée. Pourtant, j'ai vu un autre qui a eu une astuce très bien aussi, qui a mis de l'eau dans la bouteille 1,5 litre en plastique. Il a mis du détergent secoué et un peu de javel et a mis à l'entrée de sa boutique avec un autre bidon que on a frotté et on se rince. Je dis ça encore, c'est bien parce que même le gel, docteur, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais il y en a qui sont vraiment allergiques au gel là. Il y en a que ça desquame la peau. Surtout qu'il peut y avoir du faux gel aussi sur le marché maintenant. Voilà, il peut y avoir des périmés qu'on a voulu jeter dans le temps et que maintenant la demande fait qu'on ressuscite tout ça. Bon, si on veut donc de la répression, on a quel moyen exact pour que chacun soit surveillé, si on n'en appelle pas à la volonté? Parce que je suis ici pour lancer un cri d'alarme, pour dire à nos gens que nous avons déjà démontré que notre métier n'était pas le métier des fainéants. C'est le moment de démontrer encore que nous pouvons sauver notre pays et sauver notre propre vie. C'est le moment. Donc c'est ça que je viens pour dire aux commerçants, que n'attendez même pas ce bâton-là. Mais je vous préviens que si le bâton vient, je serai la première à être avec ceux qui vous tapent là pour fouetter vrai. Mais si on peut faire autrement sans bâton, ce serait tant mieux dans la sensibilisation, la bonne communication. Docteur, on a également plusieurs idées reçues autour du coronavirus. Avant, on se disait, peut-être il y a 3 semaines, on se disait non, ça ne touche pas les Noirs. Ensuite, on s'est dit c'est une simple grippe. Comment lutter contre toutes ces idées reçues? Merci madame. Avant de répondre à votre question, je tiens peut-être à ce qu'on modifie notre mode de parler, notre langage. Je pense qu'on ne peut pas parler ici de répression en fait, parce que répression c'est un peu difficile. Dur, oui. Ouais, c'est ça. Disons simplement que les autorités doivent faire preuve de, comment dirais-je, de fermeté pour que les gens puissent respecter. C'est pour ça que quand on parlait de sanctions tout à l'heure, moi non plus je ne crois pas vraiment au fait que les sanctions, parce que ça c'est difficile à mettre en place. La deuxième chose, avant de répondre à la question, c'est déjà dit, parce que madame l'a évoqué tout à l'heure, le cas des enfants. Les enfants, comme tout le monde, attrapent la maladie. Il est possible et qu'ils ne fassent pas la maladie comme les autres, donc c'est des transmetteurs très efficaces de ces maladies. Le gouvernement, une fois de plus, a pris la bonne mesure, mais il y a décalage dans l'application. Vous avez vos enfants qui sont à la maison et vous faites venir un répétiteur qui vient faire des répétitions. Vous contrôlez quoi après? Vous ne contrôlez plus rien. Ou vous avez vos enfants à la maison, on les voit dans la cour en train de jouer au football, vous ne contrôlez plus rien. Donc c'est des petites choses dont il faut faire attention. Pour revenir aux idées reçues, je pense qu'à ce jour, nous nous rendons compte au fur et à mesure que des informations foisonnent dans les réseaux sociaux, et tous les plus, je dirais, fantaisistes que les autres. Dire que les Noirs ne sont pas atteints, maintenant nous avons la preuve que les Noirs sont atteints et peuvent être atteints, puisque dans notre cas, nous sommes aujourd'hui autour d'une quarantaine. Je pense donc que les gens doivent faire attention par rapport à cette histoire-là. Dire que la chaleur, une fois de plus, c'est tellement fantaisiste, il faut boire des liquides chauds, il faut manger de l'ail, des choses comme ça, c'est très fantaisiste. L'information qui circule la plus en ce moment, c'est que la chloroquine soignerait
l'infection au Covid-19. Je pense qu'il est important déjà, à vous, je vais vous poser une petite question. Vous connaissez le paludisme, qui est l'une des maladies les plus répandues chez nous. En Afrique. Et vous savez qu'on a des médicaments pour soigner le paludisme. Est-ce une raison parce que nous avons le médicament pour soigner le paludisme qu'on irait chercher à avoir le paludisme pour ensuite le soigner? D'autant plus que nous tous, nous connaissons nos hôpitaux où certains sont allés avec un paludisme. Ils ont été soignés et malheureusement, on n'a pas pu les guérir. Ils sont morts. Ça veut donc dire que même quand on a le médicament, on va vous soigner et tout, vous pouvez quand même mourir. Tout ce que je veux dire par rapport à la chloroquine, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas établi que la chloroquine puisse soigner le virus. Nous avons tout au plus des informations, d'ailleurs encourageantes, sur le fait que des études sont en train d'être faites qui sont positives. Dans des tubes à essai, il y aurait une action de la chloroquine. Sur des échantillons très réduits, il y aurait eu. Et d'ailleurs que certains contestent les méthodes qui ont été utilisées pour ces études. Moi, de toutes les façons, ce matin encore, je lisais dans le site de l'OMS sur ces idées reçues, la chloroquine, d'après l'OMS, ne soigne pas encore le Covid-19. Donc, une fois de plus, je parlais des distractions tout à l'heure, ne nous laissons pas distraire par ce type d'informations. Parce que même si la chloroquine soignait le Covid-19, il serait très difficile d'en avoir. Ça fait déjà très longtemps qu'on ne produit plus la chloroquine parce qu'elle ne faisait plus vraiment partie des stratégies telles qu'on l'utilisait avant de la lutte contre le paludisme. Donc, un certain nombre de laboratoires ne la produisent plus dans cette présentation-là. Je suis passé par plusieurs pharmacies, il n'y a aucune pharmacie qui a de la chloroquine. Ils ont peut-être le Plaquenil qui peut être utilisé pour soigner un certain nombre de maladies. Mais sachant, comme on le dit, que pour soigner une maladie, pour qu'un médicament soigne une maladie, il faut que des études aient été faites, qu'on sache combien de comprimés on doit prendre, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas avoir des problèmes avec les effets indésirables. Tout ça, on ne connaît pas. Comment pouvons-nous dire que maintenant, bon, moi je peux aller boire ma bière, je peux saluer tout le monde, je peux embrasser tout le monde parce qu'on a la chloroquine qui soigne déjà le virus Covid-19. Donc je pense que les idées reçues, comment les combattre, vraiment, c'est vous qui allez nous aider. Il faut une communication tous azimuts. Une communication tous azimuts. Il faut que les gens qui peuvent avoir un certain nombre de connaissances, chaque fois que quelqu'un émet une certaine idée de ce genre, qu'ils prennent la peine peut-être d'essayer de corriger. C'est pas facile. C'est pas facile parce que les idées reçues sont parfois plus résistantes que les vraies informations. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas qu'on se fatigue. Mais les médias doivent être avec nous. Tout le monde doit participer à cette entreprise de combattre les idées reçues. Mais il n'en demeure pas moins que, même si l'Afrique compte de nouveaux cas, elle semble être le continent le moins touché finalement, moins touché que l'Europe. Je crois qu'aux dernières nouvelles de l'AFP, l'Afrique comptait environ 600 cas, je crois. Ok, madame. Qu'est-ce qui J'aimerais dire ici, qu'est-ce que nous en savons? Parce que, je le disais tout à l'heure, nous avons déjà un certain recul. Parce qu'ailleurs, ça a évolué, ça a commencé et tout. Nous savons dans un certain nombre de pays qu'à un moment T, ils étaient à un certain nombre. Un mois plus tard, ils étaient à plusieurs milliers. Qu'est-ce que nous en savons? Donc je pense que ne nous laissons pas bercer par ces histoires que l'Afrique est moins, ainsi de suite. Même s'il y a 2-3 qui meurent, c'est 2-3 de trop. Hein, vous comprenez? Ne nous laissons pas bercer par ce genre d'histoire-là. Prenons toutes les mesures qu'on nous a demandé de prendre. Une fois de plus, évitons les contacts. Ne nous embrassons pas, ne nous saluons pas. Lavons-nous les mains régulièrement.
avec de l'eau et du savon ou avec des gels. Pour répondre à madame, même déjà l'utilisation du gel est réglementée. On ne peut pas utiliser le gel du matin au soir. Il faut qu'à un certain moment, quand on l'a déjà utilisé, qu'on s'arrête et qu'on aille se laver les mains. Ça, c'est très important. Lavons-nous les mains. La priorité, ce doit être le lavage des mains à l'eau et le savon. Si on pouvait se laver les mains à l'eau et avec l'eau et le savon, ce serait l'idéal. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas se balader avec un lavabo dans sa voiture et tout. C'est pour ça que l'alternative, c'est se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Oui, donc c'est ça. Et je ne vous coupe pas, docteur. Quand vous dites qu'on ne peut pas se balader avec un lavabo dans sa voiture, du coup, ça me fait penser à nos mères qui viennent d'être mises en place, là maintenant, à qui je lance un gros coucou, pour dire que les endroits d'agglomération, on devrait faire des adductions d'eau quand même. Il devrait avoir des robinets publics. Imaginez le plus grand marché de la sous-région comme celui du marché Mopi. Il n'y a pas une bonne fontaine publique là-bas. On veut bien que les gens se lavent les mains. Parfois, on doit mettre 5 litres d'eau dans sa voiture pour pousser ceux qui ont des voitures. Dans sa voiture pour quitter la maison, pour arriver au marché. Vous comprenez que le b.a.-ba de la chose n'est pas fait. Moi, nous voulions que aujourd'hui les employés je veux dire quoi, de Camwater soient déployés à nous faire quand même des robinets quelque part. Dans les quartiers un peu huppés, il y a des forages que les gens, les uns et les autres font et envoient un robinet dehors. Le cas robinet n'est pas forcément désinfecté aussi. Et puis les gens passent, les enfants s'y abreuvent et puis on vient puiser et puis on ne voit personne qui soit là, il n'y a pas un savon à côté. Donc il faut quand même que, puisque ça circule partout et dans ces mesures-là, que ce soit chez nous ou ailleurs, le lavage de mains est la mesure la plus importante possible. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour permettre qu'on ait suffisamment d'eau pour se laver les mains? Donc, il y a ça aussi qu'il faut voir. Pensons à sensibiliser nos élus locaux pour qu'on fasse des adductions d'eau, pour qu'il y ait de quoi se laver les mains d'ici à ce qu'on soit confiné complètement. Oui, docteur, vous parliez des mesures simples à mettre, à adopter finalement. Oui, les mesures simples. On sort déjà de cette première partie. Oui, les mesures simples à adopter, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Je vais peut-être continuer en disant que si ce n'est pas nécessaire, restons chez nous. Il faut rester chez nous si ce n'est pas nécessaire. Je vais continuer en disant que il faut éviter de manger de la viande, par exemple, qui n'est pas cuite ou qui est peu cuite. Parce que nous savons aussi que ces choses peuvent passer par là, ainsi de suite. Donc, ce sont tous des mesures très simples, genre quand on veut tousser ou éternuer, toujours le faire au pli du coude. Ça permet de ne pas disséminer. Utiliser des mouchoirs à usage unique, parce que nous savons que si... Il y a également cette histoire de cache-nez. On voit finalement dans la ville tout le monde qui porte un cache-nez. Voilà, nous avons un échantillon ici, un échantillon. Peut-être bien le montrer à la caméra. Voilà, nous en avons un là. Oui. Donc c'est un masque. Oui. Ce que nous devons aussi savoir, c'est qu'une fois de plus, il faut éviter de l'utiliser n'importe comment. Ce masque, nous devons, si possible, le réserver aux gens qui sont déjà malades. Si quelqu'un tousse, on doit lui donner le masque. Ça évite des projections. Parce que nous savons que dans le cas du Covid-19, ça circule dans des gouttelettes de salive, ainsi de suite. Donc, les masques, à force de les utiliser à tort et à travers, nous allons créer des pénuries. Et le jour où on en aura réellement besoin, il n'y en aura plus. Donc, peut-être les seuls qui vraiment devraient porter le masque au quotidien et tout, c'est le corps médical. Et je sais qu'en ce moment, ce n'est pas facile, parce qu'il y a des pénuries à gauche et à droite, mais j'espère que les autorités et que notre ministre de la Santé, qui est assez réactif, est en train de mettre tout en place. J'allais oublier une mesure simple, parce que nous savons comment on attrape ce virus. C'est à travers les muqueuses des yeux, du nez et de la bouche.
Essayons de faire des efforts aussi pour ne pas à chaque fois mettre nos mains au niveau des yeux, des nez et de la bouche. Ça, c'est aussi une des mesures qui est recommandée pour éviter d'attraper cette maladie. Donc, comme on le comprend et on peut le constater, il y a un certain nombre de mesures très simples que nous pouvons faire, qui ne sont pas difficiles à mettre en place. Il n'y a que ces mesures-là qui vont nous permettre de limiter autant que faire se peut si tout le monde est évidemment, je dirais, discipliné. Tout le reste, le gouvernement a fait ceci, les autorités sont infectées, l'autre ne s'est pas confiné. Tout ça doit nous interpeller et nous faire comprendre que nous sommes en danger. C'est-à-dire que ça circule autour de nous, premièrement. Deuxièmement, tout le monde peut attraper cette histoire. Et à partir de là, pensons à reprendre. Il y a quelque chose de très important que je voulais aussi, pour attirer un peu l'attention, c'est ce numéro. Oui, peut-être bien le montrer à la caméra. Voilà. Lever un peu, voilà. Ce numéro, il est très important. Il est très important, pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui a été mise en place pour que les gens puissent informer, faire des requêtes, signaler ou alors dire s'ils sont inquiets. C'est très important. Il faut éviter que quand nous avons quelques signes où nous pensons... Peut-être montrer à la caméra tous les autres petits papillons que vous avez. Voilà, je crois que c'est des messages, C'est des messages, oui, c'est des messages. Donc, c'était pour dire que on ne doit pas forcément aller à l'école, à l'hôpital si on est inquiet. On ne doit pas aller à l'hôpital si on est inquiet. Pourquoi? Parce qu'on va engorger les hôpitaux. Il faut donc user et abuser de ce numéro, parce que c'est à partir de ce moment que les professionnels sauront si c'est nécessaire. Il faut déjà qu'on sache que toute personne qui est suspecte ne doit pas être à l'hôpital. Il y en a qui doivent être confinées chez elles, il y en a qui doivent être mises en quarantaine, et seules celles qui sont testées positives et déclarent la maladie devront aller dans les hôpitaux. Donc évitons d'engorger nos hôpitaux par des attitudes de panique et ainsi de suite, parce que ça c'est le 15-10. Très important. Un dernier mot, Alice Maguedjo, et on va sortir de cette première partie. Mon dernier mot serait à l'endroit de ce confinement. Et ça, je m'adresse aux autorités, au gouvernement. Qu'on pense que confiner veut dire conservation des aliments. Que faisons-nous de l'électricité qui se coupe tous les jours? Parce que ça aussi, ça peut entraîner le fait que les gens soient sur la rue tous les jours pour aller au quotidien chercher de quoi manger. Si quelqu'un pouvait même faire son approvision pour une semaine, il faut quand même qu'on puisse conserver à la maison. De grâce. Ça, c'est un appel, c'est un cri d'alarme. Parce que je voudrais bien, mais à chaque fois, je me mets à la place de ces gens-là, je me mets à la place de toute personne qui est vulnérable, je me mets à la place des gens qui ne peuvent même plus garder le reste de la nourriture pour le lendemain à cause du fait qu'il n'y a pas les moyens de le conserver. Donc, l'électricité, le courant électrique, que ça ne se coupe plus tous les jours en ce temps de crise. Alors, Alice Maguedjo, oui, vous voulez dire... je dis peut-être quand on va confiner des usines, il y aura assez d'énergie pour tout le monde, mais je dis qu'il faut faire une politique de distribution d'énergie, que les gens aient cela à la maison, parce que se confiner alors qu'on n'a rien à manger ou qu'on ne peut rien conserver, c'est aussi dramatique, ça peut entraîner d'autres morts. Donc vous avez posé le problème de l'eau potable, vous avez également posé le problème de l'électricité, appel à la conscientisation de tous, parce qu'il ne faut pas que la pandémie se généralise au Cameroun, c'est connu, nos hôpitaux ne pourront pas tenir le coup. Merci Dr Atedjoe d'être venu ce dimanche. J'espère qu'on vous aura tout au long de la semaine, même dans les éditions d'information sur STV. Merci également à vous Alice Maguedjo. Donc on va prendre cette sortie du 17 mars du Premier ministre chef du gouvernement qui revenait justement sur les 13 mesures prises par notre gouvernement pour faire face à la menace au coronavirus, le temps que le deuxième panel s'installe. Merci Alice Maguedjo. Merci Dr Atedjoe. Merci. C'est nous qui vous remercions. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. 1. Les frontières terrestres
aériennes et maritimes du Cameroun seront fermés. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. 3. Tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles, seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement, les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que de besoin à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 1510 mis en place pour la mobilisation des équipes de secours. Le gouvernement invite les populations à ne pas céder
à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens de responsabilité au moment où le monde entier traverse des moments difficiles. Je vous remercie. Mais quand tu vas... Seconde partie de cette émission, je vous l'ai dit, on va à présent évaluer les conséquences des mesures prises par notre gouvernement sur l'économie du Cameroun. On reçoit à l'instant M. Edimo Mongori, il est économiste. Bonjour M. Mongori et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir, bonjour. Bonjour également à vous Edmond Kuaté, vous êtes également économiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour au docteur et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, fermeture des frontières et autres. Edimo Mongori, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été prises cette semaine par le gouvernement camerounais pour faire face à la menace coronavirus ? Ben écoutez, c'est des mesures standards, à mon avis. C'est les mêmes qu'on a mises en route un peu partout dans le monde, à quelques différences près. J'observe qu'il y a eu un très léger retard par rapport aux autres, par rapport aux nations européennes, qui sont en fait dans cette démarche depuis pratiquement 2 semaines. Les lycées, les collèges et tout le reste ont pris du mal à être fermés. Et pour ce qui est des églises, je ne sais pas où on en est. C'est le dimanche aujourd'hui. C'est fermé. Mais j'ai vu des gens sortir de l'église de mon côté. Bon, donc je pense que ce n'est pas encore tout à fait effectif. Est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais prennent la réelle mesure de ce qui se passe en ce moment, Edmond Kuaté ? Il ne me semble pas. Il ne me semble pas et c'est bien dommage. Je crois que au Cameroun, on continue de croire, d'une part, aux idées reçues, ce qui est très dangereux, parce que, je vais dire, en tout début de cette pandémie, il y a eu tellement d'idées reçues, les unes faisant croire que la constitution physiologique et anatomique des Africains les préserve d'office de cette maladie, ce qui est faux. D'autres faisant croire que le climat tropical était un bouclier contre la propagation du virus, ce qui est également faux. Et puis certains continuent de croire que simplement c'est l'affaire des Blancs et que ça ne peut pas nous arriver. Ou d'autres qui disaient que le bon Dieu est avec nous et que ça ne va pas nous toucher. Donc toutes ces idées reçues font en sorte que les gens ne prennent pas la pleine mesure de la gravité de la chose. Et c'est ce qui va constituer le nid, si vous voulez, le matelas épais du virus, c'est-à-dire qu'il va s'installer chez nous et trouver un lit douillet. Et ce sera très grave. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je suis passé par Bepanda Musoke, j'ai vu la même ambiance que d'ordinaire dans les marchés. C'est-à-dire que moi, ça m'a interpellé. Les gens continuaient de se frotter, de se, n'est-ce pas, physiquement, ce contact physique, de s'attrouper. Et moi, ça me pose un problème. Et là, je vais quand même essayer d'attirer l'attention du ministre du Commerce, qui a pris une mesure dont je n'ai pas compris, je vais dire, la réelle substance. Par exemple, de dire qu'on ferme les marchés à 16 heures. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour les nettoyer. Pour les nettoyer. Non, mais ce n'est pas suffisant. Et entre 7h et 8h, entre 7h et 16h, vous faites quoi? Les gens ont le temps de se frotter, de se bousculer. 5h, 7h, nettoyage des marchés, 7h, 16h, marché ouvert aux populations, aux consommateurs, 17h, 18h, nettoyage encore des marchés. Mais on n'a pas dit que, même si, n'est-ce pas, la promiscuité ou si vous voulez l'insalubrité est un agent, n'est-ce pas, est un catalyseur, n'est-ce pas, du virus, mais on n'a pas dit jusqu'à présent que c'est l'insalubrité qui propage la maladie. Il est question de faire en sorte qu'on évite au maximum le contact physique, l'attroupement des personnes. Et les marchés sont effectivement les lieux par excellence, n'est-ce pas, des attroupements. Donc il me semble qu'il fallait organiser les marchés tels que les gens n'ouvrent pas au même moment, c'est-à-dire que dans un marché où on a 50 vendeurs de, je dis n'importe quoi, de tomates,
ou d'arachide, les 50 vendeurs ou vendeuses n'ont pas obligation à être là les mêmes jours et aux mêmes heures. On peut les réguler de manière en sorte qu'on trouve un vendeur de tomates ici et l'autre peut-être à 10 mètres. Et de manière en sorte que les gens puissent, n'est-ce pas, éviter l'attroupement, que tout le monde ne soit pas obligé d'être au même marché, au marché aux mêmes heures. C'est de ça dont il est question. Donc il me semble qu'il y a encore beaucoup à faire pour, n'est-ce pas, amener les Camerounais à comprendre que l'urgence est à éviter des contacts physiques et au maximum. Alors, Eddy Moumongori, certaines des mesures énoncées le 17 mars par le Premier ministre touchent directement à l'économie du Cameroun. Quel est le regard justement que vous portez sur ces mesures précises-là? Ben écoutez, c'est des mesures conservatoires qui sont, à mon avis, justes, même s'il faut noter que il faudrait peut-être intégrer aussi d'autres variables. Vous savez, les économies du Sud, pas seulement le Cameroun, hein, les économies du Sud sont hyper sensibles à la croissance des pays de la ceinture du Pacifique, parce qu'aujourd'hui, nous commerçons beaucoup avec ces pays, la Chine et tout le reste. Et vous savez, ce qui se passe aujourd'hui va avant tout toucher ce grand pays qu'est la Chine, qui est affecté jusqu'à un certain niveau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Chine, sur près de 20 ans, a contribué à hauteur de près de 40 à 50% de la croissance mondiale chaque année. Ça veut dire qu'une fois qu'on observe un certain tassement de la croissance, une contraction de la demande au niveau de la Chine, tous les autres pays du monde, et particulièrement ceux qui dépendent fortement des relations commerciales avec la Chine, sont affectés. Déjà, vous le savez peut-être, la République démocratique du Congo a annoncé déjà que de manière inévitable, il y aura certainement un fort ralentissement de la croissance. Ils avaient estimé qu'il pourrait arriver à 5%, mais aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'il puisse arriver à 1%, parce que l'industrie minière porte l'essentiel du tissu industriel de ce pays. Donc, vous voyez, je pense que naturellement, il faut intégrer ces dimensions méga-économiques dans l'analyse. Je n'ai pas eu l'impression qu'on l'a suffisamment pris en compte, ces éléments. Cependant, au niveau des dimensions macroéconomiques et la dimension mésoéconomique, on peut comprendre que des mesures liées à la contraction des secteurs qui sont dépendants justement des marchés mondiaux, comme le tourisme, l'hôtellerie et les transports aériens, et même les flux d'investissements directs étrangers d'une manière générale seront certainement impactés négativement dans l'année qui va venir. Peu importe. Aujourd'hui, on a l'impression que peut-être d'ici 1, 2, 3 semaines, on aura suffisamment maîtrisé la situation, puisqu'il y a des remèdes qui apparemment commencent à déjà produire des effets palpants. Mais jusque-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans les mois à venir. En fait, c'est une recomposition totale du système productif mondial qui risque de se mettre en place, avec un ralentissement de la Chine qui est inévitable, une tendance à la démondialisation de l'économie, donc une tendance marquée à se recentrer au niveau des régions, ce qui est déjà d'ailleurs un avantage pour nous autres Africains, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange depuis quelque temps, et qui devrait être de plus en plus effective à partir de juin. Ça peut être un avantage pour les économies africaines, surtout pour le Cameroun, qui est au centre d'une région, d'une sous-région, la CEMAC, qui est en train de s'activer depuis quelques mois à mettre en route des projets
purement intégrateur. Autant ce virus peut être un malheur pour certains, autant ça peut être un bonheur dans certaines configurations. Et là, il faut peut-être dire que des pays qui, au cours des dernières années, africains, je veux dire, qui ont tenté une sorte de massification d'investissement d'infrastructures, naturellement posent déjà des bases, des éléments pour attracter des investissements industriels qui devenant certainement de plus en plus coûteux du côté de la ceinture du Pacifique. Vous savez, les coûts de production de ce côté sont devenus suffisamment explosifs, les salaires ne sont plus bas, les revendications écologiques sont extrêmes, les revendications sociales et les coûts de production d'une manière générale ont suffisamment flambé, ce qui a expliqué d'ailleurs que la Chine d'elle-même ait déclaré depuis 2-3 ans qu'elle serait prête à délocaliser à peu près une bonne partie de ses capacités de production et à hauteur de près de 80 millions d'emplois. Donc ça peut être un moment où des pays qui ont fait cet effort de renforcer les stocks d'infrastructures spatialement connectives continuent cet effort pour attirer des productions, des capacités de production vers des marchés qui sont finalement beaucoup moins coûteux, comme le marché camerounais. Merci. En attendant ce futur-là, est-ce qu'on doit craindre dans l'immédiat une inflation généralisée? Est-ce qu'on doit craindre, comme l'Institut national de la statistique par exemple, une flambée du prix du poisson dans les prochains jours, ou même encore des gadgets importés de Chine, le MINEPED ayant suspendu l'importation des produits halieutiques issus des zones à foyer actif de l'épidémie? Évidemment, ce n'est pas seulement ces produits-là, on ne peut pas se limiter à un ou deux produits. Je dois rappeler quand même que pour le cas du Cameroun, on est à 80% dépendant de l'importation pour ce qui est des biens de consommation, les biens, c'est-à-dire les biens basiques. On dépend à 80% de l'importation. Nous avons toujours décrié cette manière d'extravertir notre économie en consommant beaucoup de ce que nous ne produisons pas et en produisant beaucoup de ce que nous ne consommons pas. Et donc, aujourd'hui, il est fort à craindre qu'avec cette crise-là, qui va entraîner, il faut le dire, un ralentissement de la production industrielle, bref, il faut savoir que la Chine, qui est devenue l'atelier mondial du fait de la très forte concentration de l'appareil de production en Chine, aujourd'hui, que ce soit sur le plan des importations, sur le plan des exportations, la Chine, c'est un acteur majeur dans l'économie mondiale. Et puis un acteur majeur beaucoup plus pour le Cameroun et pour beaucoup de pays africains. Et donc, beaucoup, n'est-ce pas, de chaînes de production sont fermées en Chine. Et donc ce qui va se passer, c'est que peut-être dans les tout prochains jours encore, parce que il me semble que depuis 3 mois, la Chine n'a pas affrété un bateau, n'est-ce pas, en direction de quelques pays que ce soit. Donc tout est stagnant là-bas. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il y a eu un fort ralentissement de l'activité industrielle et ça va toucher, n'est-ce pas, les deux agrégats principaux de l'économie, à savoir la production et la consommation. Alors lorsque ces deux piliers sont touchés, on assiste à quoi? À une forte pénurie de biens de consommation. Nous sommes dans une société caractérisée par le consumérisme, c'est-à-dire quoi? C'est le consumérisme au sens sociologique du terme, pas au sens économique du terme. C'est-à-dire que on consomme énormément les biens de production et donc je vais dire que il suffit d'avoir un pouvoir d'achat pour vous donner pour vous offrir ce que vous voulez. Vous pouvez acheter ce que vous voulez. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec la pénurie sur le marché, on va aller vers la spéculation. Et la spéculation va entraîner forcément l'inflation. Donc, plus les biens vont devenir rares, plus les gens auront tendance à spéculer et les prix vont connaître une forte augmentation. C'est ce qui va se passer. Alors, le pire, c'est que cela va entraîner quoi? On risque d'arriver, si les solutions ne sont pas trouvées à très court terme, on risque d'arriver à une distribution rationnée des biens de consommation. Vous voyez, j'ai vu par exemple à Brooklyn, il y a 2 jours à New York, on n'avait plus
n'est-ce pas, la possibilité d'acheter plus de 2 paquets de riz. C'est ce qui va se passer parce que les biens de consommation vont se raréfier sur le marché. Le facteur monnaie ne sera plus l'unique déterminant pour pouvoir s'approvisionner. Vous pouvez avoir le milliard dans votre poche, vous ne serez pas différent de celui qui n'a que 10 000 dans sa poche. Parce que vous serez tous contraints. Quand on parle de la distribution rationnée des biens, ça veut tout simplement dire, si on dit personne n'achète plus de 2 bouteilles, que vous ayez 1000 francs dans votre poche ou que vous ayez 1 milliard dans votre poche, vous êtes contraint d'acheter 2 bouteilles. Alors ça, il faut le dire, le pire à craindre, et ça il ne faudrait pas qu'on arrive là, le pire à craindre serait qu'on assiste, si jamais rien n'est fait pour juguler, n'est-ce pas, cette crise-là à très court terme, c'est que si on continue là-dedans, et c'est là la crainte justement parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré la très forte mobilisation de la communauté scientifique mondiale, on n'annonce pas pour demain, n'est-ce pas, une solution définitive, une solution radicale. Alors si on continue dans ce système-là, on risque d'aller à un chamboulement radical de l'ordre sociétal sur le plan organisationnel, sur le plan structurel. Ça, c'est ce qui risque de se passer. Et ça, nous avons des exemples par le passé. Vous savez, par exemple, qu'au XIVe siècle, on est passé à un chamboulement radical de l'ordre sociétal. On est passé d'une autorité, par exemple, d'un système autoritaire basé sur la foi, et à un système autorité basé sur la force, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'avec un phénomène comme la peste, qui avait décimé près d'un tiers de la population européenne, à l'époque, c'était les religieux qui avaient une grosse partie, qui avaient tout le contrôle sur l'appareil politique. Mais la peste est venue faire savoir que les prêtres étaient comme tout le monde, donc ils n'avaient pas la superpuissance qu'on leur croyait. On s'est rendu compte qu'eux-mêmes, ils étaient, n'est-ce pas, inoffensifs devant la mort, puisque une bonne partie de la communauté, n'est-ce pas, chrétienne à l'époque, en avait été victime, et donc on s'est rendu compte que c'est ceux entre les mains de qui on confiait nos vies, c'est eux-mêmes qui étaient les premières victimes. Et donc ce qui va se passer, c'est que si on continue dans ce système-là, on risque d'arriver justement à un chamboulement radical de l'ordre, n'est-ce pas, organisationnel de la société. Pourquoi? Parce que vous savez que l'ordre actuel, le système actuel, le système des valeurs actuelles est basé sur 2 mécanismes malheureusement, qui sont le commerce et la démocratie. Quand vous dites commerce, vous parlez de production et de la consommation. Quand vous dites démocratie, vous parlez de l'état de droit. Alors si aujourd'hui, en matière de commerce, les gens ne peuvent plus avoir ce qu'ils veulent, les gens ne peuvent plus, n'est-ce pas, s'ils ont leur argent, s'acheter ce qu'ils veulent, vous voyez que ça risque de créer une déflagration sociale. Parce que vous allez confiner les gens, c'est bien, pour 1 mois, après 2 mois, si les gens ne peuvent plus avoir, étant dans leur maison, avoir des biens de consommation, ne peuvent plus se ravitailler, vous voyez ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont braver les interdictions et aller dans la rue, quitte à mourir du coronavirus. Et du Mangoré, pour l'heure, est-ce que le commerce a réellement les moyens pour lutter contre une inflation généralisée? Écoutez, l'inflation devient inévitable une fois que l'offre traîne à monter et que la demande est forte, comme le disait le collègue. Et nous allons en fait tout droit vers cette situation où il y a une forte... Parce que jusqu'ici, le ministre du Commerce essaie de se rendre dans les points de vente pour essayer de voir si les commerçants respectent effectivement les prix homologués. Jusqu'ici, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'à long terme, cette mesure peut être porteuse? Oh, je ne pense pas. Je pense que c'est une démarche, c'est une mesure conservatoire et provisoire. Le mieux aujourd'hui, c'est pas lui qui devrait l'impulser. La mesure, c'est de renforcer le système productif. C'est une opportunité, comme je disais, de relancer les commerces entre les pays de développement comparables, les pays voisins. C'est une opportunité peut-être de commencer à penser en termes de chaîne de valeur, développer, exploiter les chaînes de valeur régionales, c'est-à-dire se concentrer davantage sur l'approvisionnement et la transformation des produits locaux agressés à nos pays voisins, parce qu'en fait ce qui va se passer, ce n'est qu'un début en fait véritablement. Avant 2025,
beaucoup de systèmes productifs agricoles seront devenus obsolètes, indépendamment de l'arrivée du coronavirus. Aujourd'hui, les 3 plus grands consommateurs de céréales dans le monde, donc la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient, et d'ailleurs toute l'Europe, fait face à un problème sérieux qui est celui de l'appauvrissement des terres arables et de l'assèchement des eaux, des systèmes d'irrigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 2030, certainement autour de 2025-2026, l'offre en céréales de ces pays ne pourra plus faire l'affaire. Donc, vous comprenez d'ailleurs pourquoi les Chinois se déplacent un peu partout pour acquérir des terres arables et produire du riz qu'on ne voit pas dans les pays, parce qu'on en produit. Ici, on en produit un peu partout, qui vont directement de ce côté-là. Donc, nous sommes face à une situation qui devrait interpeller nos politiques et les pousser, les inviter à accélérer ce qu'on nous a souvent chanté depuis quelques années, notamment le passage vers une agriculture de seconde génération que nous appelons tous de nos voeux, mais que nous ne voyons pas encore. Donc ça, à mon avis, c'est pas le ministère du Commerce qui est au centre de ce jeu. Il faut repenser beaucoup de choses, mais ça peut être, comme je l'ai dit précédemment, ça peut être une opportunité. Pourquoi? Parce que, heureusement pour nous, les multiples corridors de transit qui raccordent le pays au plus grand marché sont en train d'être terminés. Celui de Bamenda, Manfé, Kok et Nougou pour Lagos, il est bouclé. L'autre qui va de Sangelima pour Ouezo, il traîne encore un tout petit peu. Le côté congolais est totalement fini. Mais voyez-vous, c'est un marché qui va chercher également dans les 100 millions d'habitants. Je crois que c'est le moment de renforcer ces projets intégrateurs, y compris, naturellement, les projets liés à la fibre optique, pour laquelle le Cameroun a toutes les chances, en fait, aujourd'hui, d'être de devenir un hub d'opérations numériques, étant doté d'un câble à grande capacité, je crois 32 terabits, c'est énorme, donc de quoi impulser la vigueur du commerce, parce qu'en fait, dans l'avenir, on ne le vit pas encore aujourd'hui, mais sous d'autres cieux, on sait que la vigueur du commerce est aujourd'hui accélérée essentiellement par cet outil numérique. Donc, je pense qu'il y a des éléments avec la massification d'investissements d'infrastructures qui a eu lieu, même si beaucoup de projets traînent à être bouclés, mais on voit que ça va arriver bientôt. Donc je crois que c'est une aubaine, c'est une chance pour le Cameroun d'accélérer ce mouvement, c'est une chance de renforcer l'intégration régionale et en fait il y a une zone de libre-échange commercial qui s'est mise en place et le pays c'est quand même le point de jonction naturel entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique sahélienne, avec 4-5 corridors de transit qui l'innervent. Je pense que il devrait vraiment tirer avantage de cette situation qui est regrettable pour certains autres, pour repenser et accélérer la dynamique dans la transformation de son système productif, en rappelant toujours que l'industrialisation, donc la diversification verticale de son économie, devrait être aujourd'hui vraiment la priorité des priorités. On essaye de le faire petit à petit avec ce que nous avons vu du côté de Kekem et la transformation du cacao. On devrait le faire dans plusieurs autres secteurs qui sont quand même à notre portée. Il est regrettable que nous ayons autant de plans d'eau et que nous continuons à importer le poisson, comme le disait mon collègue. Je pense qu'il faut vraiment aller vers cette orientation, une nouvelle orientation qui consiste à produire essentiellement ce que nous consommons et ce que nos voisins consomment, et de produire moins ce que ceux qui sont loin de nous consomment.
Voilà. Quels sont justement les points qui ont constitué des entraves au système dont parle Eddy Moumongoré jusqu'ici? Non mais écoutez, le problème c'est que jusqu'à une certaine période, déjà il faut le dire de manière péremptoire, est-ce que vous savez qu'au Cameroun on n'a pas de modèle économique réel? On ne fait pas de l'économie au Cameroun. Je mets quiconque à défi de venir me dire quel est le modèle économique camerounais. On n'en a pas. Vous savez, l'économie a pour vocation de répondre aux besoins réels d'un espace géographique donné. C'est ça l'économie. C'est-à-dire que il faut déjà savoir quels sont les besoins réels dans un espace géographique donné et maintenant comment est-ce qu'on peut les satisfaire. Là on parle de la production. C'est-à-dire que quels sont les besoins? C'est la consommation. Ils veulent quoi? Les gens ont besoin de quoi? Maintenant comment est-ce qu'on fait pour satisfaire ces besoins? C'est la production. C'est les moyens de production. Et donc, vous allez vous rendre compte, par exemple, que très tôt, on a mis beaucoup, n'est-ce pas, d'appui sur notre secteur primaire. On exploite le bois, on exploite les minéraux, le pétrole, on exploite les produits du sol, mais sans que jamais personne ne s'intéresse au secteur secondaire, ce qui est la partie où on fait dans la densification et l'intensification des chaînes de valeur. C'est à partir de là, n'est-ce pas, véritablement, qu'on met le socle économique d'un pays, la transformation. Parce que, comme je l'ai dit, si vous n'exploitez pas votre secteur secondaire, vous ne densifiez pas vos chaînes de valeur, vous n'intensifiez pas vos chaînes de valeur. Et donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on a fait un leapfrog du secteur primaire au secteur tertiaire. Malheureusement, le secteur tertiaire n'est pas contrôlé par nous. Et le secteur primaire ne nous profite pas. Pourquoi? Le cacao que vous produisez, le bois que vous produisez, le pétrole que vous produisez est envoyé à l'extérieur pour faire tourner les industries des autres. Et donc c'est l'extérieur qui fait une intensification et une densification de nos chaînes de valeur. Pourquoi? Parce que le gars, quand il prend vos fèves de cacao, il transforme, il sort même des dérivés. Et il vous envoie de la poudre de cacao. Quand vous importez du chocolat, il vous envoie de la poudre de cacao. Parfois, vous avez des chocolats qui ne constituent malheureusement que 20, 25, 30%, n'est-ce pas, de la poudre de cacao. Le reste, c'est des arômes, c'est des huiles, c'est des ceci, c'est des cela. Et donc, vous ne profitez pas réellement de vos richesses. Et donc, on n'a pas pensé à mettre en place un outil de production réel chez nous. C'est pour ça que je disais qu'on dépend à 80% de l'importation, c'est-à-dire des autres. C'est-à-dire quand on veut manger, il faut qu'on tende la main aux autres. Quand on a besoin de quelque chose, on veut s'habiller, on tend la main aux autres. Pourtant, nous produisons du coton. Pourtant, nous produisons du bois. Pourtant, nous produisons tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour satisfaire nos besoins, n'est-ce pas, en matière de consommation. On ne le fait pas. Et donc, on a un très faible appareil de production. Comme il disait le docteur, en économie, on dit la rareté crée l'opportunité. Parce que si vous vous levez un matin et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'eau, vous allez penser même à creuser un puits. Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui se crée. Mais si nous ne comprenons pas cela et qu'on continue de croire, je vous prends un exemple. En 2008, on a eu une crise, on a été traversé par une crise qu'on a vite fait de baptiser crise de la faim. Justement, c'est parce que certains pays producteurs de blé avaient déjà décidé de restreindre les quotités, n'est-ce pas, de leur production qu'ils exportaient dans d'autres pays. Et donc, les prix des intrants de production de certaines denrées comme le pain ont flambé. Et du coup, il y a eu un doublement et même un triplement du prix de pain ça et là. Ce n'était pas supportable. Et vous savez que la farine constitue un intrant principal dans beaucoup de biens, n'est-ce pas, de consommation. Et donc, certains produits commençaient déjà à être hors de portée. Au sortir de là, nous étions en 2008. En 2010, on fait un document qu'on appelle document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Mais
personne, quand tu lis ce document, qui n'est pas un document de planification, il faut le dire, c'était une compilation de projets dits structurants, c'était pas un document de planification, parce que la planification obéit à un certain nombre de critères, parmi lesquels les objectifs chiffrés et indexés à un chronogramme, avec à la clé des moyens, n'est-ce pas, bien définis pour atteindre les objectifs. Ce n'était pas le cas avec, n'est-ce pas, le DSCE. Mais quand vous voyez le DSCE, personne n'a fait une évaluation stratégique pour savoir comment on fait pour combler notre déficit, par exemple, en termes de blé, en termes de riz, en termes de cela. Ça n'apparaît pas dans ce document. Ça n'apparaît pas nulle part. Alors que 2 ans avant, on sortait d'une crise dite de la faim, les émeutes de la faim. Personne ne s'est dit, horizon 5 ans, il faut qu'on réduise de 30 ou de 40% notre dépendance à la consommation. Personne ne s'est dit, est-ce qu'on peut produire le blé, si oui, quelle quantité et avec quels moyens chez nous? Est-ce qu'on peut produire du riz? Est-ce qu'on peut produire du poisson? Nous sommes quand même ouverts sur 2 côtes maritimes, Kribi et Limbé. Et donc, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir produire, n'est-ce pas, du poisson chez nous? Rien ne nous en empêche. Et donc, voilà, on a continué de négliger notre appareil de production locale, continuer de s'appuyer sur les étrangers pour se nourrir. Et donc, aujourd'hui, la conséquence est qu'au terme seulement, on n'a pas encore fait 1 mois, par exemple, avec des effets réels du coronavirus, que beaucoup de denrées commencent à se raréfier sur le marché. Ça va aller crescendo jusqu'à ce qu'on atteigne un pic, comme je vous le disais, où, n'est-ce pas, on sera obligé de rationner la distribution des produits de consommation. On va par exemple vous dire, personne ne peut acheter plus d'1 litre d'huile. Parce que si ça continue comme ça, vous avez appris que beaucoup d'industries sont en train de mettre la clé sous les paillassons. Beaucoup d'usines ferment en Europe, beaucoup d'usines ferment en Chine, beaucoup d'usines ferment aux États-Unis. Si ça continue comme ça veut dire que dans 3-4 mois, si aucun bateau ne descend, on va épuiser le stock que nous avons, que les commerçants ont malheureusement avec des maigres moyens ont pu se constituer, et il n'y aura plus rien parce que notre appareil de production locale aussi est presque inexistant, et même quand il existe, il reste encore dépendant de l'extérieur pour certains intrants de production, notamment la Chine qui nous fournit beaucoup d'intrants de production pour faire tourner notre propre appareil de production local. Et donc c'est ça le problème. Donc je suis d'accord avec lui pour dire que ce que le ministre du Commerce fait, c'est de l'agitation pure et simple. Il ne fait rien. Pourquoi? Parce que quand des gens ne peuvent plus s'approvisionner à bonne source, s'ils réussissent à trouver des sources alternatives d'approvisionnement, cela a un surcoût et qu'ils doivent, n'est-ce pas, combler. Et quelle est la meilleure façon de le combler si ce n'est de jouer, de faire des variables d'ajustement sur les prix? C'est de ça dont il est question. Et donc le ministre du Commerce, s'il veut éviter justement ces effets de variables d'ajustement sur les prix, il faut qu'il crée des moyens de pondération. Peut-être en disant à son collègue du MINFI, écoute, accorde des exonérations à ces gens, accorde-leur des allègements fiscaux, accorde-leur tout un tas de choses. Vous ne pouvez pas de manière décrétale tout simplement leur dire, vous allez fixer le prix à tel niveau, alors que dans la chaîne d'approvisionnement, ils ont connu des rallonges budgétaires, des rallonges de coûts qui les obligent à transférer ça directement sur le consommateur final, en créant des modulations de prix et autres. Donc il faut le faire. Le ministre du Commerce, il n'est pas la bonne personne. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le ministre de l'Industrie qui est concerné par ce problème. Quel est le plan qu'il nous propose pour éviter les importations massives? Qu'est-ce que le ministre de l'Industrie nous propose pour justement mettre en place une intensification, une densification de notre chaîne de valeur en appuyant sur le levier production locale? Qu'est-ce qu'il nous propose? C'est de ça. C'est à cette question qu'il faut répondre, et prioritairement. Edmond Mongori, pour revenir à la menace immédiate au regard de la situation et du risque d'accentuation, et du risque qu'on court qu'elle s'accentue, beaucoup ont émis l'hypothèse d'une loi de finances rectificative, qu'il serait possible qu'on rectifie de nouveau la loi de finances au Cameroun. Dans quelle mesure est-ce que cette hypothèse peut se confirmer? Non, certainement, il y aura une loi rectificative. Ah, c'est presque, oui, c'est presque une obligation. C'est une obligation parce qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres qui sont en train d'être repositionnés de manière obligatoire. Il y a un aspect qu'on n'évoque pas, mais qui est central. C'est que nos réserves de change sont suffisamment épuisées
et elles vont l'être davantage. Aujourd'hui, on a, crois-moi, de couverture de nos importations. Et avec ce qui se met en place, très rapidement, on aura épuisé les réserves de change. Parce que justement, le système productif n'est pas tout orienté vers une transformation locale de ce que nous consommons. Voilà, donc nous n'avons pas jusqu'ici fait des efforts pour mener une insertion, une ascension et même une remontée en gamme dans les chaînes de valeur. Il n'y a pas une seule chaîne de valeur que nous contrôlons. C'est vrai, ça vaut pour la plupart des pays africains. Il a parlé M. Kouaté a parlé du cacao, et le cacao justement, c'est une histoire qui peut faire sourire tous les Africains. Quand on vous rappelle les statistiques du cacao, vous pouvez vous casser la tête. En fait, moi j'aime toujours le rappeler, il y a 6 ans exactement, en 2014, l'Afrique toute réunie a produit 75% de la fève de cacao. Et toute la chaîne de valeur du cacao, je veux dire de la production de la fève, l'exportation, les marketeurs, les industries chocolatières, cosmétiques, pharmaceutiques et tous ces trucs ont généré au plan mondial à peu près 110 milliards de dollars. Et sur ces 110 milliards de dollars, l'Afrique qui a fourni 75% de l'effort en produisant dont 3/4 de la fève, n'a pas tiré 8 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas transformé. Elle n'était ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième transformation. Elle s'est limitée essentiellement à produire la matière première à l'état brut. Voilà, donc nos ministres de l'industrie sont pleinement interpellés, mais c'est vrai, au-delà, c'est beaucoup plus aussi le système productif, ce système rentier qui a été mis en place et dont on a du mal à se séparer, en partie aussi parce que les stocks d'infrastructures jusqu'ici n'ont pas pu suivre la croissance démographique ni la croissance du marché. Donc on a des déficits en énergie, on n'a pas de ports en eau profonde, on n'a pas des routes suffisamment importantes pour faciliter l'écoulement et l'approvisionnement des produits. Et il manque beaucoup d'infrastructures. Naturellement, certains pays, comme le Cameroun, heureusement, a fait cet effort ces derniers temps. Sauf que, en fait, relancer, accélérer la croissance, les infrastructures vous aident, mais elles ne produisent pas. Donc, c'est l'appareil de production qui produit. C'est lui qu'il faut moderniser très, très, très rapidement. Et cet effort a traîné jusqu'ici. Je pense qu'il faut aller vraiment dans cette direction parce que l'eau est déjà presque là. Il y a un port à d'eau profonde, il y a des routes qui sont refaites un peu partout, c'est bien. Il y a des investissements, même dans des domaines qui n'ont pas été, qui ne sont pas nécessairement productifs, comme les équipements sportifs et tout le reste, qui ont quand même pris beaucoup de milliards. On aurait pu peut-être mettre une bonne quantité de cette cagnotte dans la modernisation de l'appareil de production lui-même. En accompagnant les jeunes, bon, on y pense, mais on n'a pas l'impression que ça se fait comme ça devrait l'être, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison qu'un pays qui est si bien arrosé, qui a des terres aussi fertiles, qui dispose de terres arables extrêmement importantes, parce qu'en fait, l'Afrique, c'est quand même 65% des terres arables disponibles aujourd'hui, et près de 20%, ça vous surprendrait, sont au Cameroun, parce qu'en fait, ailleurs, il n'y a pas de terres arabes disponibles. Donc, véritablement, c'est un grenier naturel pour les autres sous-régions, ce pays, et on devrait naturellement, à mon avis, faire tout pour aller même se spécialiser essentiellement dans le domaine de l'agro-industrie pour fournir les marchés voisins. Et ça déjà, ça nous permettrait, au-delà
de la production, surtout parce qu'on a un autre problème, c'est l'emploi. Aussi longtemps qu'on exporte, il le disait M. Kouaté, la matière première à l'état brut, non transformé, nous exportons des opportunités d'emploi vers l'extérieur. Aujourd'hui, on devrait se concentrer vers ce genre de trucs, à côté de l'économie numérique, qui est également un secteur qui peut apporter beaucoup de choses. Je pense que donc, pour finir, c'est pas trop le ministre de comment on l'appelle, du commerce. Bon, il peut jouer son rôle, mais ce sera pour quelque temps, parce qu'en fait, véritablement, il y a un grand ralentissement qui va se mettre en place. La Chine, qui avait commencé à changer son paradigme, va approfondir ses dynamiques. Elle-même va tomber dans un système de croissance molle, de croissance atone. L'Europe, les États-Unis vont suivre la même trajectoire, mais comme je le disais tantôt, nos économies restent hypersensibles. Lorsque la croissance de ces pays se réduit d'1%, la nôtre tend à se réduire de 2 à 3%. Donc nous sommes hypersensibles aux évolutions de ces marchés parce que malheureusement jusqu'ici, nous sommes des économies totalement extraverties qui n'ont pas pris le temps de transformer localement ce qu'elles consomment. Donc voilà, nous sommes exposés à quelques dangers, mais ne soyons pas très sceptiques. Je pense qu'au Cameroun, à la différence de beaucoup d'autres pays, des efforts ont été faits qui permettent en peu de temps, en mettant des bouchées doubles maintenant, d'ancrer dans l'industrialisation, même si ce n'est pas sur tous les secteurs, au moins dans certains secteurs. Voilà. Pour vous résumer tous les deux, le Covid-19 ou une nouvelle opportunité de production et de transformation locale. Vous avez appelé une révision des politiques locales. Vous avez également tous les deux interpellé le ministre des Industries qu'on ne voit pas depuis le début de cette crise. Merci Monsieur Edimo Mongori d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci également à vous, Edmond Kouaté. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez remarqué, c'était une émission spéciale, assez spéciale quand même sur le Covid-19, une menace qui interpelle, qui veut qu'on la prenne au sérieux et bon, qu'il est important que les Camerounais prennent la réelle mesure des choses. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h et demain lundi lorsqu'il sera 13h30. Si Dieu le veut, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Bon dimanche.